Chers élèves de 6e, après avoir travaillé dans le chapitre 4 sur le monde grec, nous allons aujourd'hui étudier le monde romain qui lui est très proche à tel point que l'on parle parfois de civilisation gréco-romaine. Alors ce chapitre 5 s'intitule Rome du mythe à l'histoire et c'est pour cela que j'ai voulu vous l'illustrer à travers ces deux images finalement. Comment on passe de la légende à gauche avec cette louve qui aurait recueilli Rémus et Romulus, où là on est vraiment dans un récit de fiction complètement inventé, à l'histoire où là on a un consul, Jules César, peut-être un des personnages les plus célèbres de la Rome antique, même si finalement il y a énormément de légendes qui entourent ce personnage, qui, bien qu'étant historique, est souvent méconnu ou exagéré. On a pu faire de César un empereur, ce qu'il n'a pas été. On a fait de lui tout un tas de choses, mais ça, nous en reparlerons à la fin de ce chapitre. Alors aujourd'hui, nous allons voir spécifiquement finalement la fondation de Rome. Comment s'est-elle faite? Tout d'abord, nous allons voir la fondation de Rome d'après la légende, et ensuite nous comparerons ces récits légendaires à ce que l'histoire nous apprend, et notamment l'archéologie, c'est-à-dire ceux qui fouillent les vestiges et qui ont trouvé des choses qui correspondent ou pas à ce qu'on lit dans les textes mythologiques. Alors d'après la légende, on voit que les Romains s'inscrivent dans le prolongement des Grecs. Pourquoi? Parce que là, vous avez une déesse, Vénus, qui aurait eu un enfant avec un prince troyen, Anchise. Et donc du coup, un enfant d'une déesse plus un mortel, ça fait ce qu'on appelle un héros, c'est-à-dire un demi-dieu qui est aîné. À la fin de la guerre de Troie, que l'on a étudié dans le précédent chapitre, la guerre de Troie qui est racontée dans l'Iliade et qui voit la victoire des Achéens grâce à la ruse d'Ulysse, de ce cheval de Troie dans lequel les Achéens se glissent pour capturer la cité, eh bien Énée fuit. Il fuit parce que sa mère, Vénus, lui donne une vision qui est qu'il doit prendre ses proches, monter sur un navire et fonder loin de là une civilisation qui dominera le monde. Donc Énée s'installe dans l'actuelle Italie et son fils Ascagne lui succède. Ainsi 12 générations jusqu'à Numitor, qui est le père d'une prêtresse, Rhea Silvia, qui elle aussi a un enfant avec un dieu. Donc là, pour le coup, c'est la mortelle avec un dieu, mais ça donne aussi des héros, c'est-à-dire des demi-dieux, les jumeaux Rémus et Romulus. Alors ça, c'est résumé sur un arbre généalogique. Maintenant, voyons voir les textes. Vous avez Jupiter, hein, l'équivalent de Zeus pour les Grecs, c'est Jupiter chez les Romains, c'est plus ou moins le même dieu, qui dit à sa fille Vénus: « Ton fils aîné mènera en Italie une grande guerre, vaincra des peuples fiers. Il établira pour son peuple des lois et des murailles, et régnera pendant 3 années. Alors son fils Ascagne régnera pendant 30 ans. Il déplacera sa capitale à Albe-la-Longue, qu'il munira de puissants remparts. C'est là que pendant 300 ans, la royauté sera aux mains des descendants d'Énée, jusqu'au jour où Ilia, fille d'un roi et prêtresse de Mars, aura 2 fils jumeaux, Romulus et Rémus. Bien nourri sous la protection d'une louve, l'un d'eux, Romulus, prendra en charge la nation, fondera les murailles de Mars et désignera de son nom les Romains, Romains comme Romulus. À cela, je leur ai donné un empire sans fin. Un Troyen paraîtra d'une lignée bénie, César, pour étendre leur empire jusqu'à l'océan. Il sera Julius. » Et là, c'est intéressant parce qu'on voit donc ce que je vous ai résumé dans cet arbre généalogique. Énée, qui s'établit en Italie, son fils Ascagne fonde Albe-la-Longue, et puis c'est bien plus tard Romulus et Rémus qui fondent la ville de Rome. Alors, les dates, là, elles sont symboliques. Énée règne 3 ans, son fils 30 ans, ensuite il se passe 300 ans, on a ce chiffre 3 là qui revient, mais c'est véritablement des symboles plus que des dates précises. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on voit que ça sert à justifier ce Julius César, hein, Julius comme le fils Ascagne qui était appelé aussi Iule. Et d'ailleurs, les Julie, le nom de famille de Jules César, se présentent comme les descendants d'Ascagne. Donc on voit que ce récit mythologique, il n'est pas là que pour faire joli, il est là aussi pour servir à légitimer le pouvoir politique, à faire la fierté des hommes politiques. Ils disent: regardez, nous descendons de héros, etc. Alors, cette histoire de la louve, elle est intéressante,
Parce que déjà, les Romains trouvaient ça un peu étrange. Une louve qui recueille 2 enfants, qui les allaite. Et un historien, Tite-Live, donne une autre version. Qui est, alors bon, on connaît la première version, mais regardez la deuxième version. Selon d'autres, Larentia était une prostituée. Et les bergers l'auraient surnommée la louve, lupa, parce qu'en latin, la louve, c'est aussi un surnom qu'on donne aux prostituées, qui sera à l'origine de récits merveilleux. Donc on voit là, on a Virgile qui est vraiment dans la poésie, qui n'a pas de mal à faire intervenir des dieux, des événements extraordinaires. Et puis là, on a déjà un historien de l'époque qui essaye de voir s'il n'y aura pas des éléments un petit peu plus réalistes à voir derrière. Alors c'est intéressant parce que cette légende de la louve, on la retrouve encore aujourd'hui, par exemple sur le maillot des joueurs de foot de l'AS Roma, vous avez la louve avec Rémus et Romulus en dessous. Donc, il y a quand même une survivance de ce mythe, même si plus personne n'y croit. Ça fait partie quand même de l'identité aujourd'hui encore des Romains. Alors, pourquoi c'est Romulus qui fonde Rome alors qu'ils étaient deux? Il y a Rémus et Romulus. Eh bien, parce que normalement, c'est l'aîné qui dirige, c'est-à-dire celui qui est né en premier. Or, Rémus et Romulus sont jumeaux, donc ça va pas être facile de savoir qui est né en premier. Donc il décide de demander aux dieux. Et comment fait-on pour demander aux dieux? Eh bien, on consulte les augures. Les augures, c'est un petit peu les messages des dieux. Mais encore faut-il les interpréter. Et ils décident donc d'observer le vol des oiseaux. Ils se mettent chacun sur une colline. Romulus sur la colline du Palatin, Rémus sur la colline de l'Aventin. Et là, problème. Rémus voit les oiseaux en premier, mais Romulus en voit 2 fois plus. Alors qu'est-ce qu'il faut considérer? Est-ce que c'est le fait de voir les oiseaux ou est-ce que c'est le nombre d'oiseaux qui importe? Bref, ils ne sont pas d'accord. Romulus tue son frère Rémus et c'est ainsi que se fonde la ville de Rome. Donc on a un meurtre d'un frère, ce qu'on appelle un fratricide, qui est à l'origine de Rome. On voit que ça commence déjà dans la violence. Parce que s'il y a quelque chose qui caractérise quand même Rome, c'est l'aspect militaire, l'aspect violent de cette civilisation. Donc je résume. Romulus et Rémus sont les fils du dieu de la guerre Mars, mais aussi par leur mère les descendants lointains du héros troyen Énée. Ils ont été recueillis par une louve et ont décidé de fonder une cité à l'endroit où ils ont été recueillis, c'est-à-dire sur le bord du fleuve Tibre. Pour savoir qui devait être le roi, ils se disputèrent en consultant les augures et Romulus tua son frère Rémus et fonda la cité de Rome, d'après les Romains, en moins 753. Alors, que nous dit l'histoire? Alors, déjà, les historiens montrent que cette légende elle est intéressante parce qu'elle montre que les Romains veulent se présenter comme les successeurs des Grecs. Et c'est vrai qu'ils vont beaucoup s'inspirer des Grecs. Ils vont s'inspirer des Grecs pour leur religion, pour leur culture et même pour leur langue, parce que finalement l'élite du peuple romain parlait grec. Jules César parlait grec, l'empereur Hadrien, un célèbre empereur, parlait grec. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Rome en moins 753? Est-ce que déjà on a des traces de cité? Eh bien non, en fait. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Rome était habité, on a retrouvé des traces d'habitation, mais qui ressemblaient finalement plus à des cabanes de bergers qu'à autre chose. On n'est pas encore en présence d'une ville. La véritable ville de Rome, elle a été fondée 2 siècles plus tard, au 6e siècle, par un peuple qui est le peuple étrusque, et qui était finalement les prédécesseurs des Romains. Donc, on voit quand même que cette légende, elle a un intérêt. Elle a un intérêt sur le plan culturel, elle nous montre que les Romains veulent s'inscrire dans la tradition grecque. Elle a un intérêt aussi historique, parce que certes, en 753, il n'y a pas eu véritablement de fondation de cité, mais ça correspond quand même au premier signe d'habitation de cette cité, qui alors n'était pas vraiment une ville, mais tout juste un petit village. Et donc du coup, finalement, si on résume, on pourrait résumer avec cette carte mentale que j'ai trouvée sur le site La Classe HG numérique, où on a finalement là les origines religieuses. Donc, Romulus et Rémus sauvés par une louve au 8e siècle. Qu'est-ce qu'on sait? Que finalement on avait un petit village de bergers au 8e siècle ici.
que les découvertes archéologiques montrent que les Étrusques fondent la ville de Rome un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce récit mythologique, il va servir à justifier la domination. C'est-à-dire que si Jules César et Auguste, qui sera lui le premier empereur, sont les descendants de Romulus et donc d'Énée, eh bien ce sont les descendants de Dieu, du dieu Mars, du dieu Vénus. Et donc ça va servir à justifier la mise en place d'un régime politique où un seul dirige, c'est ce qu'on appelle l'empire. Et pour justifier le fait que ce soit un seul qui dirige, pourquoi lui et pas un autre? Eh bien parce que lui, c'est le descendant de Énée et de Romulus. Mais ça, on va le voir plus tard, parce que donc aujourd'hui, il était question de la légende de la fondation de Rome comparée au récit historique. Eh bien, on verra plus tard finalement la République et son fonctionnement politique, et comment cette République est partie à la conquête du bassin méditerranéen. Quant à la mise en place de l'Empire, on le verra à la toute fin de ce chapitre. On en parlera plus longuement dans un autre chapitre, qui est d'ailleurs déjà en ligne sur YouTube et que vous pouvez consulter si cela vous intéresse. Sur ce, travaillez bien, cultivez-vous beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.